Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait le tour de mes visionnages du mois d'avril et on commence ça tout de suite avec une saga qui est, ma foi, peut-être une des meilleures du cinéma, celle qui a passé le mieux à travers le temps et qu'on va retrouver, heureusement, cet été au cinéma. Et je parle de Jurassic Park, Jurassic World, la saga des dinosaures que tout le monde aime. Et ben justement, le premier, sorti en 93, et ben c'est avec lui que j'ai commencé mon marathon parce que je me prépare tranquillement pas vite à Jurassic World Rebirth, qui est Renaissance au Québec. Et je sais pas si les Français vont appeler ça Renaissance ou ils gardent le titre anglais. Bref, tout ça pour dire que je me prépare tranquillement pas vite parce que ça s'en vient. Parce que oui, le Big Three sort en juillet. Donc je parle de Jurassic World, Superman et les 4 Fantastiques. Je sais pas dans quel ordre exactement, mais ça va être à une semaine d'intervalle. Donc cherchez-moi pas en juillet, je vais être au cinéma. Et tout ça pour vous dire que moi, parmi ces 3 films-là, ben, celui que j'attends le plus, c'est le Jurassic World. Parce que je suis très grand fan de la franchise, de la saga. Et ben c'est ça. Fait que je me prépare et ça commence maintenant avec le premier Jurassic Park, qui est, ma foi, un banger. Oui, on se mentira pas. Film extraordinaire. L'histoire. Le seul bémol de ce film-là, c'est les effets spéciaux et ça dépend des scènes. Tout ce qui a été fait un petit peu à l'ordi, c'est tâche. Mais qu'est-ce qui est fait au niveau pratique avec des mécatroniques, des vrais, quoi, des vrais dinosaures, entre guillemets. Parce que, ouais, on est loin de la réalité, on le suit par après, mais dans l'esprit collectif de l'univers dans lequel on vit, les dinosaures ressemblent à qu'est-ce que nous a montré Spielberg dans les débuts des années 90. Donc tout ça pour vous dire que ce film-là, on a des héros iconiques. Alan Grant, pour moi, le plus grand héros de cette franchise, de cette saga. Dr. Ellie, on a Ian Malcolm. Comment oublier Hammond, j'ai dépensé sans compter. Et ça, c'est un fou, un vrai fou, qui avait un rêve un petit peu, je dirais pas surréaliste, parce qu'il a réussi un petit peu à le faire, mais c'est de la manière qu'il l'a amené que je pense qu'il s'est planté. Et comment jouer avec la vie, toute cette question éthique-là qui va revenir un petit peu plus tard aussi dans la saga. Mais tout ça pour dire que ce film-là est un chef-d'œuvre de ces chefs-d'œuvre. Pour ma part, en ce moment, c'est le meilleur que j'ai vu parce que sur la trilogie originale, ouais, on va parler juste de la trilogie originale aujourd'hui, c'est le meilleur des 3. Après ça, le 2 et le 3, ben, ça peut se débattre. Ça dépend des goûts et des couleurs de chacun. Après ça, on va venir à qu'est-ce que moi je préfère, mais en tout cas. Donc, les raptors, T-Rex, des dinosaures, veux-tu en v'là. Pour moi, c'est ça. C'est tellement bon ce film-là, l'histoire est excellente, l'arc narratif de Alan Grant qui est le héros, comme j'ai dit tantôt, et c'est là mon bémol où est-ce que je préfère le 3 au deuxième, mais on va y venir un petit peu plus tard. Mais c'est ça le problème, j'essaie de parler un film à la fois, mais c'est dur de parler du premier sans parler des autres quand que je parle de la trilogie au complet. Bref, le premier, c'est le premier, ça reste le premier. Veux pas. C'est ça, c'est tellement gros Jurassic Park, c'est dur de parler de ça vite, mais je pense que j'ai fait le tour assez rapidement, mais même si j'ai pris 2-3 détours. Bref, on va parler du 2, je vais revenir sûrement sur le 1 si j'ai des choses qui reviennent. Le 2, on a une nouvelle île, Isla Sorna. Isla Nublar, Isla Sorna, oui, donc c'est ça. Parce que je suis en train de faire un quiz aussi pour vous, et sur l'autre chaîne qu'on a ensemble, les gars, sur le cinéma. Et on est en train de préparer aussi une grosse rétrospective, donc que du plaisir à avoir ensemble avec les petits dinosaures. Deuxième film qui suit Ian Malcolm, joué par Jeff Goldblum. Et là, Jeff Goldblum, c'est pas... C'était un personnage assez marquant du premier film par son côté plus mélancolique, je sais pas si c'est le bon mot, mais qui est plus dans le négatif. Je sais pas comment, j'ai le mot qui sort de mon esprit en ce moment, mais bref, tout ça pour dire que c'était pas, pour moi, un héros de film. J'ai de la misère à penser de le suivre en tant que l'antagoniste principal. Après ça, on a sa fille qui est présente dans ce film-là, qui est un petit peu... qui nous est un petit peu poussé dans la gorge en voulant dire, genre, hey, vous avez aimé les 2 enfants du premier, là, ben là, on va en remettre un autre. On vous remet un autre enfant, puis vous allez l'aimer. Puis là, t'es genre, ok,
c'est un peu trop poussé. J'aime pas tant le personnage de sa fille. On a sa blonde. Si c'est sa. Oui, d'après moi, c'est sa copine, là, avant, après, pendant. Et elle qui fait un petit peu tout à sa tête parce qu'elle est très fébrile d'être là et d'étudier les dinosaures. Des scènes assez cultes, assez cool aussi. On a l'attaque du papa et de la maman T-Rex, hein, pour aller sauver le petit dinosaure, le petit bébé. Ensuite, on a une autre attaque de raptor, mais qui se fait contrôler par une gymnastique assez, comment dire, assez gymnaste. Ça se dit mal, mais bref, ceux qui ont vu le film peuvent comprendre. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui n'a pas vu les autres. Je pense que Jurassic Park 1 a été vu par tout le monde, mais après ça, plus que la saga avant, je pense que ça redescend. Le 2-3, on dirait que personne t'en reparle, puis on dirait que c'est un petit peu plus oubliable. Mais, autre scène assez iconique du deuxième, c'est le T-Rex à San Francisco, qui est, ma foi, génie pur, génie. On a directement dans la jungle tout le long du premier, dans le 2 aussi. Et après ça, on finit en ville dans le deuxième, qui fait un très beau contraste, qui me fait penser à loin comme comparaison, mais à Predator 1 et 2 qui se passaient dans la jungle et en ville. Là, on dirait qu'on est venu chercher un petit peu ça, un petit côté Godzilla, même si le T-Rex n'est pas gros comme un Godzilla. Donc, tout ça pour dire que on a un aspect qu'on n'avait jamais vu, qui était les dinosaures dans le monde des humains, qui va revenir un petit peu plus tard dans la saga. Et pour ce qui est du troisième, pour moi, ce film-là, je l'adore. Ok, parce que Ian Malcolm, il est pas là. C'est pas le fait qu'il soit pas là que ça me dérange, mais le héros is back. Guess who's back? Hein? C'est notre monsieur Grant, Alan Grant même, que je pourrais appeler par son prénom. J'ai de quoi dans l'œil, désolé. Donc, Alan Grant, c'est le big boss. Ok? C'est le héros de cette saga. Il y en a qui vont dire que c'est Chris Pratt. Non. C'est fucking Alan Grant. Et il se fait un petit peu avoir dans ce troisième film-là, où est-ce qu'il se fait emmener sur Isla Nublar. Parce que. Non, Isla Sorna, pardon. Qui est la deuxième île, qui est jamais allé. Et les gens qui l'amènent là pensent qu'il est déjà allé parce qu'il a connu la première île. Fait qu'ils tous disent, c'est la même chose, et non. Il y a un petit spinosaure dans cette île-là qui va causer plein de dommages. Hein. Puis il y en a un dommage qui fait un petit peu plus chier. Je comprends l'image. Je comprends qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire en tuant le T-Rex, mais je pense que pour moi, c'est une erreur. Tu ne pouvais pas tuer l'icône de Jurassic Park. Même si c'est pas le vrai parc, c'est sur une autre île. Bref, on a un Carno, un autre dinosaure qui ressemble un peu au T-Rex, mais qui voit les spinosaures puis qui sortir. Moi, j'aurais changé les dinosaures. Bref. J'aurais changé ça parce que je trouve que c'est un petit peu fort de casser l'image, même si c'était peut-être ça le but. En tout cas, c'est un des petits défauts de ce film-là. Le film est court, ça se passe super vite, on a de l'action, en vue en v'là, on a l'écrasement d'avion, après ça on a les gros combats avec dans l'eau, avec le feu, des raptors aussi. On a la volière qui était une idée, moi j'aime beaucoup, il y en a qui la critiquent, mais pour moi j'ai bien aimé ce film-là, ce Jurassic Park 3, loin derrière le premier. Mais un petit peu en haut du deuxième. Et je crois que si je veux me garder un petit peu de jus pour la rétrospective, ça fait un petit peu le tour de ce petit Jurassic Park trilogie original, comme on pourrait l'appeler. Film plus récent, j'ai écouté Black Flag avec mon petit Magneto et Ella. On va pas tout remettre à Marvel, mais avec Cate Blanchett et Monsieur Michael Fassbender, qui joue un couple dans ce film-là, et où est-ce que c'est les deux font partie de la même organisation, j'allais dire criminelle, mais c'est pas tout ça, c'est d'espionnage, et il y a des petits soupçons qui vont venir d'un puis de l'autre envers l'un et l'autre dans leur couple, et on va penser que la méchante du film va être la femme de Fassbender, qui est jouée par justement Cate Blanchett, et non, pas nécessairement. Là, je sais pas si je suis en train de spoiler ou non, mais bref. C'est un genre de petit trailer où est-ce qu'on suit de savoir qui est la taupe dans cette organisation-là. On va finir par le découvrir, hein, ça va être l'enquête du film. Et c'est ça. Donc on va mettre beaucoup d'emphase sur le fait que ça va peut-être elle, la femme de Fassbender. Je pense que c'est là le point négatif, la fois que j'ai moins aimé du film, c'est que c'était trop évident que ça allait pas être elle. En tout cas, il jouait pas assez l'ambiguïté du fait que ça va être elle.
Ou en tout cas, je sais pas si c'est un coup de chance de ma part, mais on dirait que j'ai pas cru que ça allait être elle. Et là, ben c'est ça. C'est peut-être un. Ouais, finalement, c'est beaucoup un spoil, qu'est-ce que je viens de dire, mais j'ai trouvé ça très appréciable comme film. C'était pas extraordinaire. Honnêtement, les films de 2025 à date, il n'y a rien de fameux, mais il y en a un dans ce mois-ci que j'ai vu qui était un bijou. Mais c'est ça, je trouve Black Flag, ça se regarde bien. C'est un petit thriller, tu sais pas quoi écouter le soir, tu écoutes ça avec ta blonde, ton copain, tes amis, ça se regarde bien, mais pas plus qu'il faut. Un film que j'attendais patiemment, que j'avais pas vu en salle parce que ça avait juste pas donné, et une chance que j'ai pas payé pour aller voir ce film-là en salle parce que sinon j'aurais cassé quelque chose, et c'est The Monkey de Horsping Orgasman, en tout cas le gars qui a fait Long Legs. C'était atroce. Honnêtement, je sais pas si c'est parce qu'ils se sont fourrés sur la com, mais c'était pas bon. Oh my god, c'était pas bon. Puis j'ai pas trouvé ça drôle. Je sais pas c'était quoi le ton du film, qu'est-ce qu'il voulait vraiment être. J'ai vraiment pas aimé. Je trouve que c'était un désastre de A à Z. Et honnêtement, comme j'ai dit, les films de cette année à date, ça va pas bien. Ça va pas bien. Donc, The Monkey, je trouve qu'ils sont ratés, ils sont plantés. Est-ce qu'ils ont essayé de faire un film plus tout public? Je sais pas. Quand j'ai vu le monde qu'il y avait en arrière de ça, c'était basé sur un Stephen King. Ben, le produit par James Wan, ça veut pas dire que ça a un gage de qualité, là. Et le réalisateur, j'ai fait, ok, on a quelque chose d'intéressant. Ils font beaucoup de marketing là-dessus. Et je pense que c'était ça, dans le fond. C'était pour nous avoir. C'est juste pour dire, hey, vous connaissez eux autres, là, venez voir notre film. Vous allez aimer ça. Finalement, non. 0-0. Puis honnêtement, The Monkey, si vous voulez le voir, si ça vous intéressait, vous pouvez le laisser de côté. C'est pas très très fameux. Là. Pour ma part, c'est un non. Ça me fait chier, mais c'est un non. J'ai écouté un des meilleurs films de 2023 et c'est Super Mario Bros. Le film. Oui, parce que ben, je voulais me préparer à aller voir Minecraft. Puis Minecraft ben, dit Jack Black dit Bowser, Bowser dit Mario. Oui, parce que je voulais écouter un autre film du monde du jeu vidéo. Et ben, je trouvais que Mario et Minecraft avaient un petit peu de similarité du fait que je m'attendais à ce que Minecraft, sans l'avoir vu encore, allait être un enchaînement de plein de petites références, plein de gags, plein de petits ça, de ci, ça, d'un bord puis de l'autre, qui allait nous laisser accrocher comme Mario a pu le faire, parce que je trouve que Mario, en termes de rythme, est excellent. T'as pas le temps de t'ennuyer, le film passe de même. C'est une réussite, parfait. En tout cas, il y en a qui appellent ça un film TikTok du fait que justement c'est une chose après l'autre. Ça peut être fatigant. Moi, je trouve que non. Je pense que ça a été un défi réussi. C'est encore après, là c'est mon troisième visionnage, je pense, du film. Ben, ouais, je l'ai écouté environ une fois par année et je suis pas déçu. J'ai vraiment aimé Mario. Mario, j'ai très hâte d'avoir la suite, savoir où est-ce que ça va s'aligner. Et sur ce, je vous dis, ben, si vous n'avez pas vu Mario encore, vous venez de où? Qu'est-ce que vous faites? Vous venez de sortir d'une grotte, là? Allez voir Mario, là. C'est pas normal. Et mes préparations faites, j'étais prête à aller voir Minecraft, le film. Et est-ce que j'étais vraiment prêt? Hein? Internet était en feu. Les gens étaient en train d'exploser leur salle de cinéma. Et honnêtement, j'ai embarqué dans le vibe. Normalement, je vais voir mes films en VFQ, parce que, ouais, on est au Canada, fait que les films sont en VFQ, donc doublés avec un Québec, pas un Québec, avec un français plus québécois, qui n'est pas international ou français. Donc, des films que moi j'aime mieux ça parce que j'encourage le doublage. Et parce que ça me tente pas de me forcer en anglais. Bref, même mes amis voulaient aller le voir en anglais Minecraft parce qu'ils se sont dit on va avoir plus les mimes, on va avoir les références, on va crier, ça va être hot, ça va être fou. Et ça l'a été le cas. C'était vraiment une expérience assez folle. À chaque fois qu'il y avait un moment qu'on pouvait voir sur TikTok ou sur Short ou sur Reels, tous les moments qui revenaient, qui ont fait en sorte que le film a marché beaucoup, je pense, et la vibe internet, c'était malade. À chaque fois, on dirait pas qu'on était au cinéma, on dirait que c'était genre, je sais pas comment se comparer ça, mais on dirait un événement. Ben, c'était un événement, ouais. J'allais dire un événement sportif, mais c'était juste un événement, point. C'était beaucoup positif pour les salles de cinéma en termes d'argent, de revenus, mais le désastre, j'ai vu des gens, ils ont fait sauter des feux d'artifice dans des salles, il y en a qui ont fait lancer des poules, il y en a qui lançaient leur popcorn, leur liqueur. Ça a un peu dégénéré, mais d'un autre sens, le cinéma avait besoin peut-être d'un petit truc événementiel de même. Et ça criait quasiment plus que quand Iron Man ou quand Captain America attrapait le marteau de Thor. C'était fou, ok? Pour ma part, ça a été
Ça a été le fun, c'était fou, parce que je m'attendais pas à ce que ça embarque autant, mais il n'y avait pas d'exagération. La seule personne qui a lancé son popcorn, c'est Old Chicken Jockey, et ben, c'est tout. Là. Ça a été quand même raisonnable. On est allé un mardi, qui est au Canada, pour ceux qui ne savent pas, la journée la moins chère de la semaine, en fond. Fait qu'il y avait beaucoup de gens dans la salle. La salle était quand même pleine. Donc, c'était une expérience assez marquante. Et maintenant, en termes du film, mais c'est un film de la chier, hein, on se mentira pas, du fait que c'est Jack Black s'amuse dans l'univers de Minecraft, Jason Momoa le suit, et les autres personnages sont pour moi un petit peu mis de côté du fait que ben, ils servent pas à grand chose, ils n'ont pas vraiment leur moment de gloire. Et donc ce film Minecraft-là est plus une vraie joke que d'autres choses. Donc en termes de film, j'ai trouvé ça moyen, très moyen, vraiment pas bon. Et ben, toutes les jokes, tous les moments de hype qu'on avait dans la salle venaient d'internet, qu'on avait déjà vu dans le fond, les moments qu'il fallait crier. On dirait même qu'on était, là, puis là, ok, ça avance, ok, ça s'en vient, ouais, ouais, Chicken Jockey, yeah! Puis après ça, ça revenait un petit peu mort, mais le film est quand même court, puis ça va vite aussi, fait que les moments s'enchaînent d'une façon assez rapide, ce qui fait en sorte que ben, t'as pas le temps de t'ennuyer non plus. Fait que même si c'est un mauvais film, ça passe assez vite. Mais je pense qu'à le réécouter à la maison seul, ça va être une autre chose. Mais ça, on va le voir en temps et lieu. Éventuellement, je vais sûrement le réécouter. Et sur ce, ben, c'est la fin de ce Minecraft-là. Et je sais pas s'il va y avoir un 2, potentiellement, parce que ça fait de la monnaie. Et c'est ça qu'ils veulent faire, de la monnaie. Mais en termes de cinéma pur et dur, c'était pas fameux. On était loin d'un chef-d'œuvre. Mais en parlant de chef-d'œuvre, j'ai vu 2 fois dans la même semaine Héréditaire. Hereditary. Bref, le film d'Ari Aster qui a traumatisé, oui, je pourrais dire le mot traumatisé, une certaine génération de gens qui l'ont vu quand il est sorti et qui ont vu le film par après. Moi, je fais partie de ça. C'était la première fois que j'écoutais ce film-là. Parce que, ben, c'est ça. J'en ai déjà parlé ici, je pense. Il y avait un poil qui volait. J'en ai déjà parlé ici, mais le fait que, ben, c'est ça, j'ai des personnes avec qui j'allais au cégep font un podcast de cinéma. Ils ont parlé de ce film-là, puis j'ai jamais écouté des podcasts de cinéma quand j'ai vu le film, ou en tout cas, si je veux suivre la conversation sans nécessairement être spoilé, ou ben, tout simplement pour suivre la conversation, c'est tout le temps plus le fun d'avoir vu ben, le sujet, ou de comprendre, d'avoir entendu parler, bref. Je voulais suivre la conversation. C'est ça. Je voulais suivre la conversation, point à la barre. Et donc, je l'ai écouté la première fois. J'ai mangé une claque. J'ai adoré ce film-là. Et après ça, je l'ai réécouté une deuxième fois. Parce que ma copine, elle l'avait vu, elle, à l'époque. Mais j'ai dit, hey, gars, faut vraiment que tu réécoutes ce film-là. Et c'était magique. Ouf! Ah, j'ai adoré ça. Puis plus qu'on parle du film, puis là, j'ai écouté leur podcast, puis plus que j'ai le goût d'écouter des vidéos sur le film, plus j'ai le goût d'en apprendre dessus parce que tout est relié, le début, la fin, le milieu, les petites affaires d'un bord, les petites affaires de l'autre. Ce film-là est incroyable et il est construit de A à Z. On n'a pas oublié une lettre de l'alphabet. Ok, je comprends, je sais pas si vous comprenez ma métaphore. Tout a un sens, tout est quasiment parfait. Donc, Ari Aster, pour moi, ça avait commencé comme un boom. C'était comme, oh my god, j'avais le goût de voir son autre film que j'avais déjà vu, qui était Midsommar. Et Midsommar, je l'ai revu un petit peu à la baisse, je vous mentirai pas. Je sais pas si parce que j'avais moins d'intérêt ou je savais qu'est-ce qui allait se passer. En tout cas, je trouve qu'il y a un autre travail. On dirait vraiment que c'est la nuit et le jour, ok? Midsommar, c'est un film. Ben, les deux, c'est des films un petit peu plus. Comment je pourrais dire, de l'horreur psychologique, où est-ce que ben, ça c'est pas là nécessairement pour faire des jumpscares, ou c'est pas de l'horreur commerciale. Ouais, je pourrais dire ça, c'est pas de l'horreur commerciale, c'est pas un Smile, ou c'est pas un Five Nights at Freddy's, loin, très loin de ça. Bref, pour revenir à Midsommar, je trouve qu'il y a un autre travail, il travaille d'autres choses dans le film qui vient peut-être moins me chercher. Et ben, j'en ai parlé justement avec un ami qui s'appelle Bengali, que je salue, hein, qui m'a dit qu'il trouvait lui que Hérédité était un petit peu plus proche d'un cinéma plus traditionnel d'horreur, tandis que Midsommar, pardon, était plus film d'auteur. Mais, ou c'est peut-être pas ça ces mots, mais en tout cas, il y avait une certaine différence, mais qui aimait beaucoup les deux. Pour ma part, la première fois que j'avais vu Midsommar, j'avais mangé la claque, là, on dirait que c'était moins ça. Mais il y a autant plein de petits éléments partout dans le film qui s'en vient, et j'avais oublié la scène d'intro. Je pensais plus à ça.
mais ça tourne un petit peu autour d'un certain suicide. Donc, cette scène-là, moi, ça m'a donné en partant le film, j'ai fait ouf. Puis, peut-être ça le problème, peut-être que j'ai trouvé ça trop intense et trop fort dès le début. Fait que la fin était moins surprenante, surtout que j'avais déjà vu les scènes. Tandis que la scène d'ouverture du début de film, je l'avais oublié. Bref, j'ai rien enlevé à aucun acteur de ces deux films-là. C'est deux performances quasiment parfaites. Je dis pas parfaites parce qu'il y a tout le temps des gens qui vont dire « Ah, mais là, ça, c'est pas parfait. » C'est juste pour pas les entendre chialer. Mais on pourrait se dire entre nous deux, entre nous trois, entre nous six, entre 7, 8, en tout cas, entre nous, on pourrait se dire que c'était quasiment deux films parfaits. Et le troisième, je l'ai pas encore vu, mais c'est sur ma liste. Boys Afraid, ça s'en vient, ça devrait être un film que j'attends, mais que je devrais écouter avant son prochain film, Eddington, si je me trompe pas, et non Paddington, qui est pas des films que j'ai vus, mais que j'entends que du bien. Donc, on continue la vidéo. J'ai vu un film français qui s'appelait Banger, donc c'était assez... ça passait vite. C'est un film Netflix avec Yvick, donc Mr. V, Vincent Cassel, qui jouait les DJ. Et à part ça, ben, ça s'écoutait assez bien. Il y a le nom de la policière, j'ai pas son prénom, mais elle mérite de se faire nommer parce que je trouve qu'elle est hilarante, cette femme-là. Ah, je vais mettre sa photo en gros. Elle, je l'aime bien. Toutes les vidéos qu'elle peut faire sur Internet et tout, là, parce que oui, elle joue un petit peu avec la gang de YouTubers. En tout cas, j'ai déjà vu une vidéo Squeezie, j'ai vu avec McFly Carlito, si je me trompe pas. Oh, j'ai un plan de mémoire. Mais en tout cas, cette femme-là est très très drôle, puis ça me fait chier d'avoir oublié son nom. Donc, shout out à elle. Je vous ai dit que 2025 c'est une année de merde, hein, oui, mais ce film-là vient un petit peu monter la barre, et c'est Mikey 17 de Bong Joon-ho, et ben avec, ben pas un Robert Pattinson, mais deux, parce qu'on a Mikey 17 et Mikey 18, et ce film, pour moi, j'ai trouvé très très bien. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi ça fait un petit flop comme ça. C'est un film qui était attendu, je trouve. Ben, je pense qu'il était attendu plus que ça. Après ça, c'est-tu le grand public qui n'a pas accroché. Pour ma part, on l'attendait beaucoup. J'ai pas eu la chance d'aller voir en salle. Ça n'a comme pas donné. Mais est-ce que ça n'a pas donné pour plusieurs personnes pour que le film ne fasse pas autant de revenus? Donc, je sais pas au niveau là. Mais tout ça pour dire que je l'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Et je m'attendais pas... je savais plus trop quoi m'attendre. Je m'attendais peut-être plus à un film beaucoup plus d'auteur. Mais il est comme mixé vraiment entre les deux, entre l'auteur et le blockbuster plus traditionnel. C'est peut-être ça qui arrive à Bong Joon-ho quand il arrive en Amérique. Pardon, j'ai encore quelque chose dans les yeux. Mais tu sais, son Snowpiercer, me semble, j'en ai des souvenirs vagues, mais c'était pas non plus un chef-d'œuvre. Donc, moi, je trouve que la performance de Robert Pattinson était incroyable, autant dans les deux Mikey. Et en termes de double performance, on a des très bons films cette année. Et comment je pourrais dire ça? Pour moi, le personnage qui me... Quand je pense à Mikey 17, c'est lui qui me vient en tête, c'est Mark Ruffalo qui joue un genre de Donald Trump, Elon Musk, assez caricatural. Et c'est ça, Bengali, mon ami, encore, disait que le film n'était pas assez subtil dans ses propos, ou dans qu'est-ce qu'il avançait, ou dans qu'est-ce qu'il critiquait. Moi, je trouvais ça correct. J'ai tout compris, je pense, peut-être pas les métaphores, mais qu'est-ce qu'il critiquait en termes de la société. Après ça, est-ce que j'ai bien interprété? Je sais pas. Donc, je ne mentirais pas que j'ai apprécié le film. Fait que pour moi, déjà là, c'est déjà bon. Je m'attendais pas à grand-chose. Et je pensais pas que ça allait être vraiment une science-fiction pure et dure comme ça. Je savais qu'il y avait une affaire de clonage, mais je pensais pas que ça allait être un voyage dans l'espace pour une nouvelle planète, etc. On a les petits monstres là, qui sont assez cute, ma foi, même si on l'air dégueulasse au premier abord. Tu regardes plus attentivement, puis là, ils ont des petits yeux noirs, sont un petit peu kawaii, puis t'es comme oh! Puis là, mais justement, le fait qu'il faut peut-être pas s'attarder aux premières apparences. Hein. Et ce film-là, pour moi, c'était très très bien. Il y avait plein de petits enjeux moraux sur le clonage qui était intéressant, qui était le fun à discuter parce que si on parle de clonage, à part les deux monstres bleus dans Invincible, j'ai pas tant de refs que ça. Et ben, on ramènera pas tout à Jurassic World, là, mais il y a quoi de cool aussi dans le fait de créer ou de jouer avec la vie. Bref, tout ça pour dire que Mikey 17, si vous l'avez pas vu, ben allez-y, intéressez-vous à ce film-là, ça vaut la peine.
On finit cette vidéo-là avec le meilleur film à date sorti cette année et qui, ma foi, je crois, va être très dur à débattre ou à déclasser. Et c'est Sinners, donc Pêcheur de Ryan Coogler avec Michael B. Jordan, Ellie Stanfield et Miles Keaton, qui est la petite vedette de ce film-là. J'ai vu le film 2 fois, oui, je me suis payé 2 séances pour aller voir Sinners. La première en français. Parce que, je suis allé avec ma copine, puis c'est ça, comme je vous ai dit tantôt, je vais voir les films en français d'habitude. Ensuite de ça, je suis allé revoir le film en anglais, parce que j'ai un ami qui préfère, lui, voir les films en anglais. Et la première fois que j'ai vu le film, qu'est-ce qui m'a marqué le plus? C'était le petit Miles Keaton qui, avec sa guitare, m'a flabbergasté, il m'a eu, ok? Comment dire? Ça a été lui qui a shiné le plus pour moi dans ce film-là. Je trouve que la com de Sinners est un peu mensongère parce que je m'attendais pas à un film de gangster, autrement dit au début, qui allait organiser la préparation de leur club, de leur nouveau club. Je m'attendais pas à ça pantoute. Fait que tout le long du film, au début, la première fois que je l'ai vu, je suis comme, mais qu'est-ce que je regarde? C'est quoi je suis en train de voir? C'est pas. J'ai pas payé pour ça, moi. Puis, outre le fait que, oui, c'était bon, je pense que j'étais plus surpris, je me suis fait dépasser sur le fait que je m'attendais pas à ça. Fait que là, j'ai trouvé la première écoute du film un petit peu. J'étais dans ma tête, j'étais beaucoup dans ma tête de qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a ça, pourquoi ça se passe comme ça. Et c'est ça, qu'est-ce qui m'avait le plus étonné, c'était les moments musicaux, avec le jeune Keaton, j'espère que je dis son nom comme du monde, mais en tout cas, bref, lui, les jeunes, ceux qui ont vu le film savent de qui je parle, c'est ça qui est important, et qui nous joue des pièces autant d'impro, parce que qui nous font paraître d'impro dans le film, des scènes incroyables. Moi, la scène du passé, futur, présent, là, ceux qui ont vu le film vont comprendre. Moi, je la trouve extraordinaire. Sinon, comment il s'appelle, O'Connor, le méchant du film, je veux pas dire c'est quoi, c'est qui, comment, pourquoi, mais le méchant du film nous fait une petite chanson irlandaise à m'amener. Waouh! Cette chanson-là, je l'écoute encore régulièrement depuis le film. Et quand je l'ai vue la première fois, c'est ça. J'étais dans ma tête, je savais pas trop qu'est-ce qui se passait. Conclusion finale, j'ai vraiment aimé quand même le film. Je trouvais que c'était le fun. Ça faisait changement de voir un film original avec des idées originales par Ryan Coogler qui fait, ma foi, que des belles petites pépites. Je pense que Wakanda Forever, faudrait que je le réécoute une deuxième fois pour savoir si j'aime bien, malgré que j'ai trouvé vraiment super long. Bref, je suis en train de regarder ça pour écouter tous les films de Coogler parce que veux pas, il y en a 5, 6. Non, je pense qu'il y en a 5. Ça se regarde très bien. Bref, tout ça pour dire que quand j'ai fini le film, j'ai sauté directement sur la soundtrack, j'ai écouté tous les films, toutes les chansons, pardon, en boucle. J'ai écouté l'album 2 fois, puis ça m'a pris 4 jours entre les 2 fois que j'ai vu le film, entre les fois que j'ai vu le film au cinéma, donc ça m'a pas donné beaucoup de temps pour écouter la musique. Bref, tout ça pour dire que j'ai vraiment aimé. Donc quand j'ai revu le film, j'ai pris le temps, je me suis assis, même si je savais qu'est-ce qui allait arriver, mais j'ai encore plus aimé le film. J'ai apprécié, je savais que j'étais là pourquoi, je voulais entendre avec la qualité sonore incroyable des cinémas, qu'est-ce qui nous permet d'entendre le mieux d'après moi, même si tu as un bon système de son chez toi, je pense qu'au cinéma c'est le best. Je voulais entendre la musique, je voulais revivre ça une autre fois, et c'est ça, je l'ai découvert je l'ai redécouvert en anglais, et c'est là que j'ai trouvé que la performance de Michael B. Jordan était encore plus incroyable. Pas nécessairement que le jeune, mais qui était incroyable aussi. Le fait de jouer 2 fois, 2 personnes différentes, mais qui se ressemblent un petit peu, mais qui ont des petits tics, des petites choses qui font en sorte que tu es capable de les séparer, outre le physique et les vêtements. Tu es comme, ok, il nous pond une très belle performance. Et où est-ce que j'avais un petit peu trouvé mensongère la bande-annonce, c'était que je pensais que c'était Ellie Stanfield qui était la méchante du film. On n'est pas vraiment là. Et je trouve que la bande-annonce, quand tu connais, ça vient vite le fait de savoir c'est quoi la menace. Et c'est ça. Je pensais, moi, ça s'est allé sur une semaine, plusieurs nuits. Mais non, ça se passe vraiment, c'est la une même journée. Et je sais pas, on doit faire le 24 heures, mais en tout cas, tout ça pour dire que je pensais pas que c'était aussi court en termes de laps de temps dans l'univers. Et, oh my
écoute, comment j'ai apprécié encore plus la deuxième fois que je l'ai vu, là. J'étais posé, je savais qu'est-ce qui allait arriver. Je me disais, je pouvais pas avoir peur à un certain moment. Finalement, le serpent, il m'a eu 2 fois. Il m'a eu 2 fois le serpent, il m'a sursauté. Parce qu'il y a quand même un bruit intense qui vient avec. Donc, c'est ça, je parle en non-spoil, hein, pour ceux qui ont vu le film, ils savent de quoi je parle, le serpent. Mais il m'a eu 2 fois, le bâtard. Donc, film que j'ai adoré. Pour moi, c'est le meilleur film que j'ai vu à date cette année. Et j'espère qu'ils vont être capables de poursuivre, parce qu'on sait qu'ils veulent faire un univers Sinners. En tout cas, potentiellement qu'il va y avoir une suite, c'est sûr et certain, avec le carton au box-office qui est en train de faire le film, il va y avoir une suite. Après ça, j'espère qu'il va y avoir... ils vont trouver des idées intéressantes pour continuer cet univers-là. Parce que Ryan Coogler, dans le fond, il a signé une entente assez incroyable. Il y a 25 ans que il n'y aura pas les droits, ça va appartenir à Warner. Et après 25 ans, les droits de Sinners reviennent à lui. Fait que si lui, après 25 ans, il arrête ça là, il dit c'est fini. S'il veut faire une autre suite, un autre film, est-ce qu'il fera qu'est-ce qu'il veut avec, ça va être à lui. Tandis que la plupart des choses, des franchises ou peu importe, ça appartient au studio, puis il l'étire. Tout ça pour vous dire que j'espère, on a quelque chose d'original, on avait quelque chose de nouveau, de frais, de rafraîchissant, même si ça ressemble à frais, qui fait du bien au cinéma, qui est en ce moment, qui attire les gens en salle, ce qui est vraiment hot à comparer à un autre Marvel ou peu importe. C'est le fun à voir. Et moi, c'est pour ça que j'encourage ce film-là. Je vous encourage tous à aller voir Sinners. J'espère que vous allez aller le voir. J'espère que vous l'avez vu. Si vous l'avez vu, tant mieux. Sinners, ça mérite. Ça mériterait quasiment une vidéo à ça, tout seul, un podcast, une très longue conversation que j'ai eue avec Zachary quand on est allé voir le film la deuxième fois. Quand moi je suis allé voir pour la deuxième fois, lui pour la première. On a parlé longtemps après notre séance. On est allé souper, on a mangé, on était bien. Et on parlait du film, on parlait des vampires au cinéma qui était une très bonne conversation que tu peux avoir parce que je trouve qu'il n'y a pas tant de bons films de vampires. En tout cas, il y en a peut-être 1 ou 10 ans et Sinners, paf, il est là. C'était notre bon film de vampires. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un. Et là, il y en a. Quand je parlais de ça avec Zach, je me suis rappelé Nosferatu. Et Nosferatu, c'est un vampire. Mais dans ma tête à moi, Nosferatu n'est pas un vampire. Du point où est-ce que je me base, c'est Nosferatu, c'est Nosferatu. Et les vampires sont les vampires. Bref. Donc oui, c'est peut-être pas... Ça arrive peut-être pas souvent qu'on a des bons films de vampires, mais là, on a enchaîné 2 années où est-ce qu'on en a des bons, qui sont complètement différents, mais les deux sont excellents pour moi. J'adore ces films-là. Bref. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!